Bonsoir et bienvenue dans votre émission Regard citoyen. Ce soir, nous nous intéressons à la limitation des naissances en Afrique pour relever le défi du développement. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une des recommandations des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad qui est réunie à Ouagadougou du 20 au 22 juillet dernier. Ont invité leurs exécutifs respectifs à faire baisser les indices de fécondité. Et comme il fallait s'y attendre, cette recommandation a soulevé dans la région ouest africaine incompréhension et salve de critiques. Il faut rappeler que la rencontre s'est tenue au lendemain d'une polémique résultante des propos du président français Emmanuel Macron qui, lors du sommet G20, a estimé qu'il était difficile de stabiliser l'Afrique quand la natalité était encore de 7 à 8 enfants par femme. Des propos qui ont choqué car considérés comme outrageants, racistes et condescendants par de nombreux observateurs sur le continent. Alors question, le sujet de la démographie africaine doit-il relever du tabou absolu? Quelles sont les raisons à la base de l'engagement des parlementaires de la CEDEAO? Comment nos États comptent mettre en œuvre les recommandations issues de la rencontre de Ouagadougou? Le surplus de la population est-il un atout ou un frein au développement du continent? Pour en parler, donc, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite, Marie-Laurence Machal-Ilboudo. Bonsoir. Bonsoir, Lasseni. Vous êtes députée à l'Assemblée nationale. Vous avez participé aux travaux des parlementaires de la CEDEAO. À votre droite, nous avons M. Gustave Bambara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des politiques de population au ministère de l'économie, des finances et du développement. En face de vous, à l'extrême gauche, nous avons Urbain Yamego. Bonsoir. Bonsoir, M. Ouedraogo. SIDA, Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique. Et puis tout juste à côté de moi, nous avons le docteur Jean-François Kobiané. Bonsoir. Bonsoir, M. Drago. Le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population à l'université de Ouaga 1, Joseph Kizebo. Bonsoir et merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Avant de rentrer dans le sujet, je vous propose de suivre les déclarations du président français et celles du président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo, qui a parlé au nom de ses pairs. Suivons. La transition démographique, qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. D'une transition démographique réussie, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. L'autre volet et le plus important, c'est que les parlementaires de la CEDEAO ont pris la décision d'encourager les exécutifs, la société civile de nos États, pour qu'ensemble nous allions vers l'objectif de 3 enfants par femme donc dans notre sous-région. C'est un objectif noble et cela nécessite un travail d'explication, un travail de sensibilisation pour maîtriser la fécondité dans nos différents États. Vous n'ignorez pas, nous avons la zone qui a le plus fort taux de fécondité au monde, entre 4 et 5%, et dans certains de nos États, nous atteignons 7 enfants par femme. Et à cette allure, notre sous-région va avoisiner le milliard d'habitants d'ici 2050, avec un taux de croissance de l'ordre de 5-6%, nous ne pourrons jamais vaincre la pauvreté dans cette... Voilà pour la réaction du président de l'Assemblée nationale du Burkina, le Dr Salifou Diallo, et le président de la République de France, Emmanuel Macron. Alors, on aura loin de nous l'idée de nourrir la polémique sur les propos du président français Emmanuel Macron. Vous qui avez participé aux rencontres, c'est juste pour lever l'équivoque sur cette polémique. Est-ce que ces deux événements sont liés? Est-ce que la déclaration d'Emmanuel Macron a influencé la rencontre de Ouagadougou? Merci Lassane de nous donner l'opportunité de nous expliquer sur cette situation. Vous savez, la rencontre de Ouagadougou se prépare depuis plus d'1 an. Vous savez qu'une rencontre comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous avons eu à travailler dessus depuis 1 an. Donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse lier ces deux positions. Et vous savez, c'est des études, je suis heureuse d'avoir la qualité des personnes qui sont sur ce plateau. C'est des études qui ont été faites depuis très longtemps parce que la capture du dividende démographique a démarré sur ceux qui ont commencé à capturer les dividendes démographiques depuis dans les années 80. Donc nous avons eu l'expérience de ces autres pays. Donc s'il a parlé, c'est que surtout par rapport
aux études qu'il a eues, par rapport à ces éléments qu'il avait en main, il s'est prononcé. Mais je suis heureuse que vous reveniez encore sur ce dossier parce que moi, je suis passée tout dernièrement sur la télé, sur une autre chaîne, où je disais les propos du président français n'engagent que lui. La capture du dividende démographique se veut holistique de tous les secteurs. Nous ne pouvons pas parler comme ça du dividende démographique sans associer beaucoup d'autres mécanismes. Donc, il ne faut pas sortir les choses de leur contexte et puis le présenter aux autres. Donc, aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée pour nous expliquer sur ce sujet. À juste titre, il faut relever la concomitance des propos de ces deux personnalités. Vous parlez aujourd'hui tout de suite du président Macron. Le président Macron, et après la rencontre de Ouagadougou, où le président de l'Assemblée nationale du Burkina, au nom de ses pairs, a dit voilà, il faut aller à 3 enfants par femme à l'horizon 2050. Oui, nous sommes tout à fait en phase avec le président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il a dit, c'est en consultation avec les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad. Donc, nous assumons ce que nous avons dit. Pourquoi? Les dividendes démographiques, nous n'avons pas dit c'est un facteur déclencheur. On n'a pas dit c'est le seul facteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une politique de population où nous avons une population très jeune. Nous avons une population de 70% à moins de 25 ans. Et nous savons très bien que la capture du dividende démographique, c'est à partir de 25 ans que nous pourrons dire qu'un individu peut produire pour aider l'économie. D'où la nécessité aujourd'hui, quand on dit 3 enfants par femme, je veux bien expliquer, c'est une moyenne. Nous pouvons avoir des femmes qui décident de ne pas avoir des enfants comme des sœurs. Nous avons des femmes aussi qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne peuvent pas. Et il y a des femmes qui en font 7 ou 6 ou 5. Et il y a d'autres qui en font 2. Quand on fait une moyenne, on devrait arriver à 3 par femme pour arriver à la capture du dividende. Alors, docteur, je viens à vous. Cela dit, nous allons faire peut-être l'économie des notions conceptuelles, ou si vous voulez, en tant que directeur de l'ISSP, nous allons revenir. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ces deux notions-là? Le dividende démographique, qu'est-ce que c'est? Okay, merci, M. Ouedraogo. Le dividende démographique, c'est, disons, le coût d'accélération que le changement dans la structure par âge de la population, et donc changement qui est consécutif donc, à la transition ce qu'on appelle la transition démographique, donc coût d'accélération donc, qui pourrait donc être porté à la croissance économique. Et j'insiste sur le pourrait, c'est inconditionnel, c'est pas systématique. Voilà, donc c'est le coût d'accélération que le changement dans la structure par âge, la population pourrait apporter à l'économie. Vous savez que lorsque les populations évoluent donc dans leur dynamique démographique, passent par différentes étapes, et ces étapes sont accompagnées par un changement de la structure par âge, donc le rapport entre la population d'âge actif et la population dépendante. Donc lorsque la transition de la fécondité a lieu, on arrive à une situation où il y a proportionnellement moins de personnes à charge par rapport aux personnes d'âge actif. Et donc si les politiques adéquates sont mises en place, et l'environnement économique et financier s'y prête, et donc permet l'épargne, l'investissement, on devrait pouvoir tirer profit donc, de ce dividende démographique. On va poser des conditions, mais avant, on a envie de savoir, est-ce que l'Afrique est réellement surpeuplée? Et puis, quelle est la mesure réelle de sa croissance démographique? Parce que des chiffres qu'on a, l'Afrique demeure l'un des continents les moins peuplés encore du monde. La population africaine s'élève en 2017 à près de 1,2 milliard d'habitants, ce qui représente environ 16% de la population mondiale. Okay. Selon... Non, je pense que ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il faut regarder les questions de population dans une double perspective. La perspective historique et les interrelations entre la question démographique et les autres domaines sociaux et économiques. Ça, c'est très important. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de la moyenne africaine ou même de la moyenne de la sous-région ouest africaine, on sait qu'elle n'a pas toujours été à ce niveau, qu'il y a eu des évolutions. Voilà. Et donc, il y a des changements en cours. Et pour revenir à la question de savoir s'il y a surpopulation ou pas, cette question, il est difficile d'y répondre. Même dans la science démographique, on n'a jamais pu établir un optimum de population. Okay. Alors, il y a eu des thèses contradictoires sur la relation entre la croissance démographique et la croissance économique. Et ça, c'est bien connu. Hein. Il y a des thèses contradictoires. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est important, au-delà de la croissance démographique, de la taille d'une population, c'est la qualité
donc des hommes et des femmes, c'est le capital humain. Je pense que ça, c'est un élément important et qui a une dimension importante pour véritablement capter les bénéfices du dividende démographique. On pourra revenir là-dessus. Hubert Yamego, que vous inspirent les propos de du président de l'Assemblée nationale que nous venons de suivre? Écoutez, je pense que toute personne raisonnable doit naturellement, j'allais dire, convenir que, effectivement, dans la situation donc, dans laquelle nous sommes, si on y prend garde, effectivement, on peut aboutir à une situation où, effectivement, il y a beaucoup plus de personnes donc, à charge par rapport donc, aux personnes qui sont capables donc, de travailler, de produire, pour prendre en charge justement ceux qui sont donc à charge. Donc, on peut le concéder. Mais c'est vrai que, comme vous avez eu à le dire, il y a eu la concomitance donc, des choses avec donc, les propos donc, du président français. Mais j'allais dire, tant mieux ou tant pis, s'il y a concomitance, parce que dans la réalité, l'Afrique ne va pas s'arrêter de débattre parce qu'un président français a parlé, et qu'il ait parlé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En plus de cela, et donc comme l'honorable a eu à le dire, ça fait depuis plusieurs années qu'on traite donc de cette question-là. Et personnellement, j'ai eu à accompagner donc, avec l'appui du NDI, la commission des affaires générales institutionnelles des droits humains dans l'élaboration, par exemple, de leur feuille de route. Et on avait évoqué, ça fait près d'une année, on avait évoqué d'ailleurs la question donc, de la dividende démographique. Donc c'est dire que le débat n'est pas, j'allais dire, récent et encore moins lié aux propos donc, du président français. Mais en plus de ça, ce que je voudrais dire, c'est que moi, là où ça m'a un peu gêné, c'est peut-être lorsqu'on parle donc de 3 enfants par femme. Vous voyez, ça amène à se poser la question, mais pourquoi 3 enfants par femme? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas 3 enfants par personne? Tout simplement, mais par femme. Et si vous voyez. Donc, ça donne un peu l'impression d'une mauvaise connotation. C'est vrai, ça peut être issu donc des sciences, que d'évoquer donc le nombre de femmes alliées donc aux femmes. Mais si on continue de maintenir ça, ça veut dire quoi? Que les hommes peuvent en faire 3 enfants par chaque femme, peut-être avec 3 femmes, donc ils en auront 9, pendant que les femmes, elles, vont être contraintes, j'allais dire, à 3. Même si l'honorable a dit que c'est une moyenne, mais malheureusement, dans le discours, il faut aussi qu'on tienne compte d'un certain nombre de choses, parce que cela peut influencer, j'allais dire, négativement certaines personnes. Justement, docteur, avant de revenir à vous, Monsieur Bambara, vous, quelle est votre position par rapport à ce qui a été dit? Ok, merci. Et je pense que la position, comme l'honorable a dit, en fait, c'est sur la base d'études que le président de l'Assemblée s'est prononcé. Mais je pense que depuis 2010, la politique nationale de population même tendait à cette moyenne. Donc, dans la politique nationale de la population, où on prévoit également 3,6 enfants par femme à l'horizon 2030. Mais comme l'honorable a dit, c'est un ensemble de variables qu'on ajuste là-dessus pour avoir ça. Donc, il ne faut pas qu'on enlève un peu les propos du président de l'Assemblée nationale de son contexte. Et sincèrement, la fixation sur les 3 enfants par femme? Si. Oui. Si. Donc, c'est dit que ce n'est pas vraiment lié, c'est pas lié au propos du président français. C'est pour dire que le Burkina est en train de réfléchir sur cette thématique et sur les questions de population depuis très longtemps, depuis 1983. Et un conseil national de population a été créé et qui réfléchit sur ces questions de population. Et depuis 1991, le pays était doté d'une politique nationale de population. Et l'horizon 2030, là, donc en fait, avec les simulations, avec les différentes variables là, que l'on veut, à l'horizon 2030, on tendait autour de 3 enfants par femme en moyenne. 3 enfants en moyenne par femme en moyenne. Docteur, oui, non, parce qu'en fait, dans votre question tout à l'heure, vous ne m'avez pas demandé mon avis sur la déclaration. Vous avez demandé mon avis, c'est qu'est-ce que c'est le dividende démographique. Voilà, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de donner mon avis sur la déclaration. Voilà. Non, je pense que ce sur quoi je voudrais insister personnellement, c'est que moi je trouve que la mention au nombre d'enfants n'était pas appropriée. Je vais dire pourquoi. Parce que la déclaration, quand vous la prenez, revient sur tous les leviers qui peuvent être des leviers à la base d'un changement au niveau démographique. C'est connu, on l'a dit, l'éducation, l'amélioration de la santé, la gouvernance qui est un élément important du dividende démographique. Voilà.
Alors, c'est la première fois, si vous regardez dans nos politiques, en tout cas que du point de vue du politique, qu'il y ait un positionnement comme ça de manière explicite sur la taille et le nombre moyen d'enfants par femme. Parce qu'en démographie, généralement, c'est le... Vous savez, la reproduction humaine, les calculs sont faits surtout par rapport à la fécondité des femmes. Voilà, donc c'est pour cela qu'on met l'accent sur la fécondité féminine par rapport à votre interrogation tout à l'heure. Donc, et surtout dans nos contextes, hein, vous connaissez nos contextes culturels et tout, et évidemment, quand on met l'accent sur cette question, et d'ailleurs, vous avez parlé de moyenne, mais quand vous voyez la déclaration ne parle pas de moyenne, la déclaration dit au maximum 3. C'est une autre signification, tout à fait. Mais ceci étant, la mention même au nombre, dans nos contextes, et je trouve que, enfin moi personnellement, je trouve qu'il y a une forme de maladresse dans la communication. Parce que si vous prenez tous les éléments que la déclaration met en avant, nécessité d'investir dans la santé, pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, nécessité d'améliorer l'accès à l'éducation, l'autonomisation des femmes et tout, c'est les leviers connus. C'est des leviers connus de la littérature. Et d'ailleurs, on le sait, si vous jouez sur les leviers, vous aurez les changements que vous voulez. Je vous donne un exemple. Actuellement, au Burkina Faso, au-delà de la moyenne, si on prend les DS de 2000, alors on a l'enquête EMC de 2015, le volet démographique, qui nous donne un taux de fécondité, un ISF de 5,4 enfants en moyenne par femme. Mais je prends les DS parce que là, on a des résultats beaucoup plus détaillés selon les groupes sociaux. Si vous prenez le niveau de fécondité à Ouagadougou, les DS 2010, c'est 3,4. 3,4 à Ouagadougou, 4,4 dans les autres villes intermédiaires et 6,7 en milieu rural. Dites-moi, est-ce qu'on a pris des actions particulières, on a mis en place des politiques d'incitation particulière de réduction pour qu'à Ouagadougou on ait 3,4? Non. Tout simplement parce que c'est connu, l'urbanisation, l'accroissement de l'éducation sont des facteurs de changement. Donc, si on joue sur ces leviers, évidemment, on n'a pas besoin d'inciter les... Ils vont par eux-mêmes. 3 enfants, c'est réducteur. Non, je trouve que... moi, c'est l'aspect communication. À la limite, l'aspect communication. Et d'ailleurs, vous le voyez, moi, j'ai eu l'occasion de répondre aux propos du président Macron dans une interview dans Jeune Afrique. Je trouve ça caricatural, cette manière de présenter la réalité. Et je crois que c'est plus complexe que cela. Et on peut élargir le débat. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les autres domaines pour pouvoir véritablement, et pas seulement au niveau donc, démographique, mais dans d'autres domaines donc, du développement. Alors, je reviens à vous. Si le taux de fécondité en Afrique diminue comme vous le souhaitez, quels seront les avantages, justement? Bon, je vais quand même expliquer quelque chose. Les propos de mon président, M. Salifou Diallo, sont en phase avec la plénière des députés. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients, nous députés, que le sujet, c'est un sujet très délicat et sensible. Mais nous devons aussi avoir des décisions courageuses et des décisions véridiques de foi. Vous savez, en Afrique, parfois, nous avons le souci de tellement concilier les choses que nous ne disons pas les choses comme il se doit. Aujourd'hui, nous savons tous que pour déclencher, comme l'a dit M. Kobiané, la réduction du taux de fécondité est un effet déclencheur. Mais ce n'est pas ça. Il faut l'associer à plusieurs leviers. Levier, la santé. Si on réduit les taux de fécondité, on doit garder en vie ceux qui sont là. Il ne faut pas qu'ils meurent. Et si on les garde en vie, il faut les éduquer pour qu'ils soient rentables à l'âge où ils devraient l'être. Et s'ils sont éduqués, formés, il faut un environnement économique propice à l'emploi avec des investissements structurants. Si ça c'est fait, il faut une bonne gouvernance qui est un facteur multiplicateur du dividende démographique. Donc nous disons aujourd'hui, nous à l'Assemblée nationale, par la voix de notre président Salifou Diallo, nous avons parlé de plusieurs éléments. Les gens ont pris les éléments qui les intéressaient. Par exemple, nous avons dit qu'il faut renforcer l'autonomisation des femmes. Il faut lutter contre les grossesses précoces parce que nous savons quand la femme commence à faire les enfants tôt, elle fait plus d'enfants. Une femme qui commence à 25 ans à faire des enfants, vous savez que forcément elle aura moins d'enfants que quelqu'un qui a commencé à 16 à 17 ans et elle sera moins productive. Il faut réduire les grossesses précoces, les mariages précoces, l'autonomisation des femmes, l'éducation des femmes parce que nous sommes 52% des populations, 52% des populations. Nous ne pouvons pas arriver à cette capture-là si nous ne mettons pas le paquet sur la majorité de cette population qui
qui, elles, portent les enfants en plus. Donc, tous ces facteurs, nous avons dit. Et je suis heureuse que M. Kobiané dise que nous avons travaillé au niveau des politiques antérieures sur les politiques de population pour travailler pour les zones urbaines où nous avons vu une baisse automatique. Mais cette baisse, M. Kobiané, elle ne s'est pas faite, comme vous l'avez dit, on n'a rien dit. Les intellectuels ou les élites entre eux parlent. Donc, ça n'a pas été dit au vu, au su de tout le monde, mais les gens se sont rendus compte de la discussion entre eux et le travail, je veux dire, le travail que les gens ont, la participation à l'économie fait que, automatiquement, ils sont obligés de réduire leur taux de fécondité. Donc, on n'a pas eu besoin d'inciter à une réduction, de dire que, limite, c'est que le niveau de fécond qu'on a aujourd'hui en milieu urbain, c'est une réduction qui vient naturellement des changements et des leviers. On n'a pas eu besoin, vous et moi, nous sommes allés à l'école, personne nous a dit, faites, d'abord parce que vous êtes en allant à l'école, vous rentrez tardivement sur le marché matrimonial, vous commencez tardivement votre vie politique, c'est naturel. Vous ne pouvez pas dans un pays comme le Burkina aujourd'hui, où on a fait des progrès dans l'éducation primaire. Laissez-moi insister sur ce point-là. L'éducation primaire. Et dans la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique francophone, vous regardez, après le sommet de Dakar, on a mis l'accent sur l'éducation primaire. Mais je donne toujours cet exemple. Mais quelle perspective une jeune fille qui termine l'école primaire à 11-12 ans, quelle autre perspective elle a dans sa communauté si elle n'a pas la possibilité de poursuivre ses études, si ce n'est que le mariage. Voilà. Donc les leviers sont connus. Dans la littérature, c'est bien documenté. On peut les mots. C'est un réseau qui est connu partout. On n'a pas eu besoin de vous dire, vous, M. Bambara, de réduire votre fécondité. Vous êtes allé à l'école et ça a changé les aspirations. Donc, vous ne pouvez pas aussi tenir des propos sans tenir compte du contexte culturel dans lequel vous êtes. Et encore une fois, tous ces leviers dont on a parlé, si on joue là-dessus, si on investit dans cette jeunesse qui est déjà là, on aura les résultats. Et ceux qui seront porteurs des changements dont nous parlons, ceux qui auront les 3 enfants dans 15 ans. Votre permission, on va revenir à vous, chers invités. Nous allons suivre un micro-trottoir qui pose sur la réaction des populations à cette recommandation des parlementaires. C'était un micro-trottoir réalisé par Samba Kassili Traoré. Les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont décidé d'inviter les États membres à réduire les naissances par femme à 3 enfants. C'était au cours d'une rencontre de haut niveau tenue à Ouagadougou. Dans les rues de cette ville, les avis semblent divergents quant à l'appréciation de cette invitation. Pour certains, cela semble impossible. Je trouve que ce n'est pas tout à fait réaliste parce que nous ne sommes pas très développés pour le moment pour atteindre ce seuil de compréhension-là. Ça n'engage que moi. En ville, pour les familles instruites, en ville, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne les provinces, les villages, je crois que ce n'est vraiment pas réaliste parce qu'ils vivent une autre réalité et ils ont besoin de leur nombre d'enfants, je dirais pléthorique, parce qu'ils travaillent manuellement et les enfants constituent une force pour eux. Je pense que c'est bien, mais ça serait difficile avec nous les Burkinabés, parce que le Burkina Faso n'est pas encore arrivé à ce stage-là. Vous savez que en ville ici, ça peut être possible, mais au village, ça va être difficile. Par exemple, les villageois, c'est les enfants qui vont les aider à cultiver. Mais si vous voulez limiter le nombre des enfants d'un cultivateur comme ça à 3, ça serait difficile. C'est Dieu qui donne les enfants. Nous, les Blancs, depuis que les Blancs ont commencé, ils n'ont jamais fabriqué l'homme qui respire comme ça. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc si on va dire qu'on va faire au moins 3 enfants et puis on ne peut plus faire là. Quant à moi, je ne suis pas d'accord dans ça. D'autres, par contre, n'hésiteront pas à cibler les bailleurs de fonds comme étant les initiateurs d'une telle idée qui fait du Burkina Faso, comme d'autres États africains, des pays encore sous le joug de la colonisation. Cela veut dire que nos dirigeants n'ont pas de vision. Et tout ce que nous avons comme politique au Burkina, c'est imposé par l'extérieur, par nos bailleurs de fonds. Donc ce qui fait que nous, on n'a pas une vision. On ne fait que suivre aveuglement. Donc ça ne pourra jamais marcher. Voilà, on n'est pas libre. Ce que nous gagnons avec eux là, ça ne peut même pas suffire ce que nous faisons ici là. Donc c'est forcément, il faut que nous va faire ce qui nous passe quoi. Voilà, sinon nous n'entendons pas ce qu'eux disent là. Rappelons que cette recommandation ne signifie pas forcément qu'il est systématiquement interdit aux femmes de faire plus de 3 enfants. Il s'agit d'une invite à l'endroit de ces différents pays à œuvrer pour faire baisser leur indice synthétique de fécondité respectif à 3 enfants au plus par femme d'ici 2030.
Voilà pour ce micro-trottoir réalisé par Samba Kassili Traoré. Je reviens avec mes invités honorables. On va commencer par vous. On a tous suivi tout ce que les citoyens ont dit. Vous en pensez quoi? Bon, moi je veux dire quelque chose. Nous avons dit ici que le facteur déclencheur, je vois aujourd'hui que le problème c'est de l'avoir dit. Et pourquoi? Moi je me demande aussi, l'avoir dit, qu'est-ce que ça change? Parce que nous savons tous pertinemment que c'est à ce niveau nous pouvons déclencher les dividendes démographiques. Donc, moi, je pense aujourd'hui, c'est comme si on dit quelque chose à quelqu'un, il sait qu'il doit le faire, mais ça lui fait mal qu'on l'ait dit. Donc, il faut peut-être que nous dépassions au moins ces débats aujourd'hui d'avoir l'esprit restrictif ou de penser que nous, parlementaires, parce que j'ai entendu d'autres dire on va faire une loi. Non, nous avons dit aujourd'hui, nous aspirons au développement. Le Burkina Faso est un pays qui ne peut se développer en autarcie. Le Burkina Faso est un pays qui est dans le monde. Le Burkina Faso est un pays qui est membre de la CEDEAO. Donc nous devons travailler ensemble. Aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut prétendre à un développement seul. Nous devons aller ensemble. Ensemble, ça veut dire que nous pouvons ensemble élaborer des stratégies pour avancer. Quand j'entends dire nous ne sommes pas libres, parce qu'aujourd'hui nous demandons, gouverner, c'est prévoir. Nous disons, si nous ne commençons pas aujourd'hui à tirer des leviers, c'est-à-dire à diminuer le taux de fécondité des femmes, mettre l'accent sur l'éducation des jeunes filles et des jeunes en général, mettre l'accent sur la santé, mettre l'accent sur l'éducation, offrir l'opportunité de l'emploi, nous ne pourrons pas arriver à cette capture tant entendue, surtout que nous voyons des exemples pas loin. Parce que le problème aujourd'hui, nous avons un capital. Il y a des pays qui ont commencé et qui ont réussi. Nous pouvons aussi nous baser sur ces exemples-là pour le faire. Parce que le meilleur conseil, c'est l'exemple. Comme l'Iran. L'Iran, c'est un pays très conservateur. Aujourd'hui, nous avons vu, c'est mathématique que l'Iran est arrivé à la capture du dividende démographique. Alors, honorable, vous alliez qu'aucun pays au monde n'a réussi à émerger sans avoir capturé le dividende démographique. Mais à l'inverse aussi, il y a des dividendes démographiques qui n'ont pas réussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a des exemples de... Allez-y, allez-y. Moi, je pense que, on peut apprécier d'une manière ou d'une autre les propos des téléspectateurs, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne que les propos du président de l'Assemblée, c'est un objectif de développement. Et non comme une loi, on ne vient pas aussi aujourd'hui imposer aux citoyens burkinabés de faire automatiquement 3 enfants par femme. Nous connaissons tous les leviers sur lesquels on peut agir pour aboutir à cette maîtrise de la fécondité et à la capture du dividende démographique. Et comme on l'a dit dans la définition, il faut qu'on ait une population de qualité, une masse critique de population de qualité. Et comme vous le savez, il y a un arbitrage à faire entre la quantité et la qualité. Ça, c'est automatique, c'est économique, c'est démontré. Voilà, avec une courbe d'une fonction d'utilité, il faut faire cet arbitrage. Donc, pour avoir une population de qualité, une masse critique de population de qualité, il faut automatiquement que nous arrivions à réduire la quantité. Et moi, je pense que les propos, on a bien dit que, à Ouagadougou ou dans les zones urbaines, on a diminué la fécondité. Mais les gens qui sont dans le milieu rural, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, on travaille à ce que ces gens aillent à l'école, mais il faut les apporter de l'information nécessaire. L'éducation est un facteur très important qui permet aux individus de comprendre un certain nombre d'éléments et un certain nombre de facteurs pour agir sur les fécondités. Mais il y a d'autres variables sur lesquelles également on peut agir, comme l'utilisation des méthodes contraceptives qui sont aussi des méthodes proches pour pouvoir réduire la fécondité. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne un peu que c'est un objectif de développement et non une loi, une imposition qu'on vient dire aujourd'hui aux populations burkinabées de faire 3 enfants par femme. Sans tenir compte qu'il y a des dividendes démographiques qui ne sont pas réussis. On ne peut pas parler ça du dividende démographique. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont arrivés à maîtriser leur fécondité. Ils ont une masse critique des jeunes, mais des conditions nécessaires qui doivent accompagner cette baisse de la fécondité ne sont pas parvenues. C'est pour cela. Mais nous, au Burkina Faso, on a, comme l'honorable l'a dit, on a beaucoup d'informations sur un nombre de pays. Donc, on tient compte de ces éléments-là et pour mettre en place les politiques de population au Burkina. Oui. Écoutez, moi, j'allais dire que, comme M. Bambara a eu à le dire, il ne date pas d'aujourd'hui que le Burkina Faso a mis en place des politiques de population.
que l'on parle de dividende démographique ou pas. Mais pourquoi est-ce aujourd'hui qu'en évoquant ces questions, ça soulève des tollés? Il faut chercher à comprendre. Moi, je pense que comme Dr Kobiane a eu à le dire, il y a eu une mauvaise communication. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et en fixant un nombre 3, ça a été malheureusement, à mon sens, une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça amène à une fixation. Est-ce que vous voyez? Parce que dans un travail de communication, il suffit d'une petite chose qui glisse et qui détruit tout ce que vous avez voulu entreprendre. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est véritablement la réduction des naissances qui va amener le développement ou est-ce que c'est le développement qui va amener la réduction des naissances? Mais comme vous avez pu voir ce que Dr Kobiane a dit, dans les villes comme Ouagadougou, on n'a pas eu besoin de faire outre mesure un travail de sensibilisation. Mais le développement, par lui-même, a amené les gens à prendre conscience de la nécessité de limiter les naissances. Ce qui fait que vous, comme moi, comme n'importe qui, on n'est pas prêt à mettre au monde des enfants dont on ne pourrait pas s'en occuper. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire d'abord ce travail de sensibilisation-là. Mais en mettant en exergue le nombre 3, malheureusement, ça risque même d'être très, très contre-productif. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans certaines zones, on risque même d'avoir des difficultés même à faire de la vaccination, tout simplement parce qu'on va penser que, en fait, la vaccination vise à limiter les naissances. Et ça, malheureusement, dans la ville, ça bruit et vous en entendez parler. Et imaginez, au fin fond dans les campagnes, les gens qui ne vont rien comprendre à cela et qui vont recevoir cette information. Ils vont penser que les campagnes de vaccination ne visent rien d'autre que pour aboutir justement à l'objectif de limiter à 3 enfants par femme. Donc finalement, on aboutit à l'effet inverse. Donc moi je pense que s'il y a une limitation de naissance et que par exemple sur le levier de la gouvernance, rien n'est fait, malheureusement on va perdre totalement tous les bénéfices qu'on prétend vouloir tirer donc de là. Oui. Non, ce que je voulais dire, ce que je voulais tout d'abord, j'ai pas, loin de là, je voulais rassurer honorable, je n'ai pas une vision, comme vous l'avez dit, restreinte ou quoi de la question. Et ce que je voulais tout simplement, au-delà de la question du nombre, c'est tous les enjeux qu'il y a autour. Je pense que, vous avez dit tout à l'heure, nous allons communiquer. Malheureusement, c'est le problème dans nos contextes en général. On prend on fait des déclarations, on prend des actions, on veut communiquer après. Voilà. Mais regardez tout ce que s'entraîne comme débat et tout. Et j'ai eu l'occasion, je tiens à ça, j'ai eu l'occasion de dire à un homme politique de ce pays, lors d'un débat sur cette question des dividendes démographiques, qui me disait, je viens de faire une tournée au Burkina, je vois partout des enfants un peu partout, on ne peut pas continuer comme ça. Alors dans l'émission, moi je vais parler de limitation. Voilà. En un instant, on dit non, vous savez, c'est pas forcément adéquat de le dire. D'abord, pourquoi vous avez beaucoup d'enfants? Parce que les enfants vivent plus longtemps. Les chances de suivre les enfants augmentent. Donc, on a dit que les enfants vivent plus longtemps. Mais ces enfants, ils sont là, ils sont nés. Ils sont là, il faut investir en eux pour qu'ils fassent vraiment des facteurs de changement. Pour revenir à... moi, je voudrais dire quand même que le lien entre démographie et pandémie n'est pas un lien à sens unique. On ne va pas revenir sur ça. Je suis démographe et tout. Non, c'est pour dire qu'il y a un débat très ancien dans la science sur ces questions-là. Maintenant, on est tout à fait d'accord que le continent africain traverse un moment particulier de son évolution démographique. Et que cette évolution démographique, évidemment, une croissance démographique qui est une contrainte, oui, c'est un phénomène naturel. La transition démographique est un processus observé partout. En Occident, en Europe, ça a pris 100 ans, 150 ans pour qu'il y ait la transition démographique. Dans des pays comme la Suède, c'était pratiquement 300 ans. Bon, en Asie, ça a été en l'espace d'une 50aine d'années. Donc, les contextes sont très différents. Mais c'est un processus général. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, on l'a dit ici, et moi, ce que je veux dire aussi, le dividende démographique c'est une opportunité. Ce n'est pas, parce que parfois, quand je lis même la déclaration, on a pas mal l'impression qu'on pose ça comme une condition préalable. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et ça, je l'ai dit, et on peut le montrer au plan scientifique, qu'on ne peut pas poser ça comme un préalable. C'est de dire comment saisir. Ah oui, on ne peut pas poser ça comme préalable. Cette relation mécanique de dire, il faut forcément diminuer pour que... Non, il faut dire ceci. Nous avons une évolution démographique qui est là, qui est connue. On a les éléments, on a les enfants qui seront, les jeunes qui seront âgés de 20-35 ans, dans les années 30-35, ils sont déjà nés. Ils sont là, ils sont nés. Ils sont nés. Mais s'ils sont nés,
quels seront ces jeunes-là dans 15-20 ans? Quel profil ils auront? Mais les profils qu'ils auront, les compétences qu'ils auront pour être actifs et productifs sur le marché de l'emploi et contribuer à la croissance dépendra de ce qu'on investit actuellement. C'est ça. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on ait des objectifs clairs aussi, en termes d'éducation. Clairs. Autant on a parlé de nombre d'enfants, mais il fallait aussi donner les objectifs en matière d'éducation. En matière de gouvernance, quels sont les cibles qu'on se fait en matière de gouvernance? Okay. Tout le monde en parle, il faut la gouvernance, on en parle. Mais donc, voyez-vous, cette approche holistique de la question de développement, il fallait l'avoir sur toute la ligne. Mais si on ne peut pas de tout... Voilà. Donc, je vais poser une question avant que vous allez revenir dessus. Alors, toute l'histoire de l'humanité démontre que le développement économique et l'accès à la prospérité s'accompagnent d'une transition démographique, on est d'accord, et d'une chute de la fécondité. Pourquoi l'Afrique subsaharienne ferait-elle exception à ce constat? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand vous dites que tout développement s'accompagne, se précède d'abord par une transition, non, pas forcément. On a des contextes où ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, la révolution industrielle, elle s'est faite dans quel contexte? Donc, voilà. Donc, je pense que... Oui. Aller dans le sens avec le docteur Kouriani. Oui. Je voudrais qu'il me donne aujourd'hui un seul pays au monde qui est arrivé à la capture du dividende démographique sans avoir réduit son taux de fécondité. Nous n'avons pas dit, c'est clair, nous n'avons pas dit que la réduction du taux de fécondité restait le seul élément. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de qualité de population. Il est important que, comme le docteur l'a dit aujourd'hui, nous avons 75% de nos jeunes là, je vais aller à 60% de moins de 20 ans. Ces gens, il faut s'en occuper. On va déclencher le financement adéquat de la santé, de l'éducation. Mais avant, il faut qu'on attende que ces gens soient productifs pour en faire d'autres. Donc, il faut une transition démographique, d'où la nécessité de réduire pour que nous ne fassions pas un budget, un bouchon là-dessus. Donc, je voudrais poser cette question au docteur pour dire, moi, je voudrais un seul pays où ils ne sont pas arrivés à la réduction du taux de fécondité et qui arrivait à avoir la capture du dividende démographique. La révolution industrielle s'est faite dans quel contexte? La révolution industrielle en Europe, c'est dans quel contexte? Si vous prenez les thèses d'Esther Bouzroup, c'est connu dans la littérature, ça s'est fait dans un contexte de pression démographique, où la pression démographique était forte et ça a été sous d'innovation et de développement de technologies nouvelles. Donc, c'est pour vous dire que si on rentre dans ce débat-là, on va... ça, il faut le dire. Le capital humain constitue... non, je veux dire par là... Voilà. Il est clair que ce n'est pas parce qu'on réduit qu'il y aura de la qualité. Non, il y aura de la qualité s'il y a de l'investissement. Donc, c'est un élément essentiel. Mais on a tendance à... Lorsque vous parlez... Non, il y a une chose. Le débat, je pense qu'il faut qu'on oriente, on n'a pas dit automatiquement réduction de la fécondité est égale au développement. Nous, on parle de la capture du dividende démographique. Donc, la condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Hein. C'est vrai, on est d'accord, ce n'est pas suffisant, mais la condition nécessaire dans la littérature aujourd'hui, c'est d'aller à la transition démographique et d'aller à la transition démographique. Vous savez que dans nos contextes actuellement, les investissements qu'on a fait dans le domaine de la santé, même si ce n'est pas encore arrivé, a fait qu'aujourd'hui, on a une baisse tendancielle et substantielle de la mortalité. Actuellement, c'est la fécondité qui est toujours élevée. On invite les gens, on donne de l'information aux gens. On est tous d'accord que l'éducation, un certain nombre d'éléments peuvent avoir, mais on est en train de parler du dividende démographique. La condition nécessaire, c'est d'assurer la transition démographique avec la baisse de la fécondité. Il faut qu'on se comprenne, mais ne faisons pas directement le lien entre ça et le développement. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Les comportements démographiques sont liés au mode de production. Le monsieur l'a dit. Mais comment vous dites aux gens, œuvrant à ce qu'on soit à toi, d'accord? Concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les étapes élevées pour arriver à cela? Tu as une population à 70% rurale, une économie qui est à 90% de subsistance. Non, il faut prenons la réalité, prenons les contextes. On peut discuter sur les éléments, sur c'est ça, mais d'abord, l'objectif du développement que l'autorité a fixé là, c'est ça. Et nous savons que quels sont les leviers. En tant que scientifique, moi je ne suis pas un politique. Moi je suis un scientifique, je ne suis pas politique. Je dis les choses au plan scientifique. Je suis là pour donner un argument scientifique. Le politique peut prendre la décision que la Chine a décidé de faire la politique de l'enfant unique. D'ailleurs, elle est en train de revenir en arrière.
sans oublier les conséquences que ça a eu aujourd'hui, l'infanticide. Il y a un déséquilibre de sexe aujourd'hui sur le marché de l'emploi, les hommes ne trouvent pas de femmes. Toute politique a ses conséquences. Donc ça, c'est des choix politiques. Mais j'ai le droit, en tant que scientifique, de donner mon avis sur ces choix politiques. Et j'ai dit là que, moi, si on est d'accord qu'on va sur une vision holistique du développement, avec les leviers connus, ce n'est pas une question de dire aux gens, on va aller vers la limitation, c'est juste ce levier. C'est juste ce levier-là. Et j'ai dit encore, il a dit, la communication est importante. Il faut pas... Moi, je travaille sur les questions de démographie, de politique de population depuis des décennies. Et si vous regardez la politique de population du Burkina, les politiques qui ont été faites depuis la fin des années 80, début des années 80, on n'a jamais mis explicitement, on a toujours mis la planification familiale sous l'angle de quoi? Sous l'angle de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et vous savez que quel que soit l'angle sur lequel vous allez mettre la politique en place, ça va avoir les effets escomptés. Et je donne l'exemple aujourd'hui des différences qu'on a aujourd'hui en milieu urbain, même si au premier niveau d'instruction. Les femmes les plus instruites, vous regardez le niveau de l'incidence de fécondité comparativement aux femmes. C'est clair, les résultats sont clairs là-dessus. Donc, les leviers sont connus, mais agissons sur ces leviers-là. Et maintenant, sur ce que Dr Kobiane a dit. En fait, nous disons la même chose, mais les gens ne veulent entendre que ce qu'ils ont envie d'entendre. Nous, on dit la chose suivante. Aujourd'hui, pour déclencher, on dit déclencher, mais pas réussir. On a bien précisé, le déclenchement de la capture du dividende décourageuse se veut transition démographique, d'où la nécessité de réduire les naissances, le taux de fécondité. Ça, c'est clair. Maintenant, nous avons dit, par exemple, pour cette communication dont vous parlez, c'est bien écrit dans notre déclaration que nous devons aujourd'hui, les parlementaires, aller à la rencontre des leaders d'opinion, aller à la rencontre du traditionnel, aller à la rencontre de tout. Non, nous l'avons fait. Vous savez, nous sommes des élus, nous sommes des politiques. Nous l'avons fait. Et il faut maintenant... Non, nous l'avons fait. Je vais finir. Nous l'avons fait. Non, nous l'avons fait, mais nous devons mettre un cadre formel de discussion où, quand les populations ont des inquiétudes, ils peuvent se rattacher à leurs élus, que ce soit les élus locaux ou les élus nationaux, pour parler des questions aussi importantes et fragiles dont ils veulent. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait, s'il vous plaît, je vais continuer en disant, l'Afrique devait prendre des décisions courageuses politiques. Ça va entraîner ce que ça va entraîner, mais nous assumons. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est clair que nous disions les choses comme on appelle les choses par leur nom. Ça va frustrer, mais au bout du compte, on ne viendra pas nous accuser de ne nous avoir pas dit ou de n'avoir pas fait les choses comme les choses devaient être faites. Écoutez, quand vous dites avec un taux de croissance de 5,6%, nous ne pourrons jamais, je cite le propos du président de l'Assemblée nationale, nous ne pourrons jamais vaincre la pauvreté dans ces conditions. Alors, est-ce qu'il y a des raisons économiques selon lesquelles la croissance démographique constituerait une menace sur la capacité de l'humanité à satisfaire ses besoins? En fait, c'est ça la réalité, en fait, le problème. Quand on le dit et on dit jamais, ça veut dire que vous posez ça comme condition. Et là, comme un postulat, et là, ça cause véritablement problème. Vous savez, il y a 2-3 jours, on a dit que désormais l'humanité vit à crédit. Justement, vous savez pourquoi l'humanité vit à crédit? Tout simplement parce que nos modes de vie et de consommation ont changé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une surpopulation, mais c'est parce que dans la manière de consommer, malheureusement, cela a beaucoup changé et il y a une forte prédation sur les ressources. Moi, je voudrais tout simplement dire, prenez les pays africains qui sont les moins peuplés et qui disposent d'ailleurs de beaucoup de ressources. Sont-ils pour autant beaucoup plus développés que nous? Prenez le Congo, Congo-Brazzaville. Prenez, comment on appelle ça, le Gabon. Prenez d'autres pays en termes de population par rapport au Burkina Faso et en termes de disponibilité de ressources. Donc, le vrai problème, et c'est peut-être là où on se comprend le moins, c'est que vous essayez de mettre en avant le fait qu'il pourrait y avoir une certaine forme d'automaticité. C'est pour cela qu'on parle de si jamais on ne fait pas ça, il n'y aura jamais ça. Est-ce que vous voyez? Et nous disons non. Peut-être que dans le travail de communication, il faut essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et on aimerait bien voir cet engagement aussi sur les questions de gouvernance. Puisque l'honorable a parlé donc de décisions courageuses, c'est à ce niveau surtout qu'on attend les politiques. Des questions de gouvernance, et notamment de bonne gouvernance. Juste pour vous mentionner une chose, il y a une étude de la Banque mondiale qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur les financements publics dans le domaine de l'agriculture. Et ces résultats sont très impressionnants. Et d'ailleurs, l'économiste en chef, qui était de passage, voilà, a été interviewé, il est revenu là-dessus d'ailleurs. Sur les 20 dernières années en Afrique,
la productivité agricole ne s'est pas améliorée. En fait, la production agricole a augmenté tout simplement parce qu'on a étendu les espaces de culture. Mais en termes de rendement, ça n'a pas bougé 20 ans. Et parmi les financements publics qui ont été faits dans l'agriculture, ces financements n'ont pas été réellement efficaces parce que 70%, une grande majorité, c'était pour des subventions, que des investissements. Et c'est le continent où, jusqu'à présent, la mécanisation agricole dont on parle depuis des décennies. Et tout ça, ça veut dire que si vous regardez les potentialités de l'Afrique, de notre continent, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir ce genre de réaction quand on fait une instrumentalisation, une focalisation sur la question démographique, alors qu'on regarde toutes les potentialités que ce continent a. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir ce genre de réaction. Et c'est pourquoi je dis, évitons de poser cette question de comme un préalable. Et quand on dit qu'avec 5%, on ne pourra jamais, mais on oublie toutes les potentialités que ce continent a au plan agricole. Imaginez un pays comme le nôtre, 80% de la population est dans l'agriculture. Mais regardez la place de l'agriculture. J'ai fait une étude sur l'enseignement, sur les filières de formation. C'est moins de 1% des filières de formation dans l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement de chaînes de valeur, il n'y a rien. On est toujours à une économie de subsistance. Comment voulez-vous véritablement amorcer un développement, même si vous réduisez n'importe la taille de la population, si on continue avec ces moyens de production. Est-ce que la croissance économique, vous allez tous y répondre, est-ce que la croissance économique aujourd'hui permet à l'Afrique de nourrir sa population et de vivre dignement? Vous savez, moi je vais répondre à cette question par rapport, on a dit aujourd'hui le forum, c'était le financement adéquat, durable de la santé, les dividendes démographiques, les politiques de population et de développement. Donc, vous avez enlevé un seul élément de dividende démographique. Donc, aujourd'hui, le financement adéquat de la santé, nous avons parlé de qualité de population. L'Afrique a un problème de qualité de personnes. On n'a pas parlé aujourd'hui de quantité. Nous ne sommes pas surpeuplés. Mais si nous nous prenons garde de pouvoir rentabiliser l'acquis que nous avons en termes de ressources humaines, nous aurons des problèmes dans le futur. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit aujourd'hui, nous avons comme on appelle, une force, notre jeunesse, sur lesquelles nous devons investir pour que d'ici l'horizon 2030, nous puissions arriver à opérationnaliser ces hommes qui sont sur le terrain aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de la gouvernance, la bonne gouvernance pour la capture du dividende. Absolument. Sur une chaîne ici, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons voté des budgets. Par exemple, la santé, nous avons passé de 185 milliards à 285 milliards d'investissements. Mais ça ne servirait à rien si, on n'absorbe pas tout ce budget dans l'année escomptée, et ces budgets ne sont pas destinés à la santé. Donc aujourd'hui, il faut que les parlementaires fassent leur travail de contrôle de l'action gouvernementale pour arriver à cet investissement sur le secteur de la défense, sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'éducation. Donc, il est important que, c'est pour ça aujourd'hui les parlementaires se sont réunis pour dire, notre rôle, ce n'est pas seulement d'aller demander de l'électorat, notre rôle aussi, c'est de pouvoir impacter sur l'exécutif pour arriver à ça. C'est un travail d'ensemble. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas comprendre quand on commence à dire, oui, il faut tout ça. Nous savons pertinemment que le seuil, quand on parle de 3 enfants par femme, c'est un seuil déclencheur. Dans tout produit, nous savons qu'un produit arrive à un seuil, il est rentable. Quand il dépasse ou il baisse, ce n'est plus. Donc on appelle, c'est un effet. Honorable, un peu trop. Non, c'est une vision. Si vous permettez. Moi je pense que. Oui, allez-y. Donc je pense que. Et au regard, comme on l'a dit, c'est que c'est quoi? Le Burkina ou l'Afrique n'est pas surpeuplée, mais au regard de la dynamique et de la structure de notre population, en tant que décideur ou planificateur, il faut donner des signaux. Et il y a une relation entre la population et la croissance économique. Dans quel sens, M. Bamba? Aujourd'hui, quand on prend la fonction Cobb Douglas, capital et travail. Le travail, c'est la population. Et c'est vraiment à capital fixe là, la productivité, oui. Non, mais c'est un modèle qui a fait son bonhomme de chemin et qu'on enseigne dans nos universités, on enseigne partout qu'il y a une relation. Actuellement, non, ce n'est pas une référence. C'est un des modèles beaucoup. Oui. Le modèle de Thomas Malthus. Oui, le modèle de Thomas Malthus, bon, comme les uns et les autres l'ont dit, il a dit dans un contexte donné.
et dans un contexte donné. Et peut-être aujourd'hui, peut-être, oui, et aujourd'hui, je pense que le professeur a parlé de Esther Boserus, qui a un peu fait ses thèses dans le domaine pour parler de la pression créatrice. Mais aujourd'hui, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à capital constant, et je suis d'accord que le professeur vient de dire qu'on a une certaine capacité et on espace, c'est-à-dire qu'on extend les surfaces cultivables, mais non la productivité. Mais la productivité, ça peut venir d'où? La mécanisation ou la productivité du travailleur. Et pour faire ça là, c'est-à-dire que comme on l'a dit toujours, il faut faire l'arbitrage entre la quantité et la qualité. Ils sont déjà nés. Ils sont nés. Non. Ils représentaient en 2015, les moins de 15 ans en 2015, 48, 47, 58% de la population. Ils sont nés, ils sont là. Ce que nous disons, ceux qui sont déjà nés là, on n'a rien, on ne peut rien faire. Mais on donne l'information. Aujourd'hui, comme on l'a dit, actuellement, des investissements sont faits au niveau de l'éducation. Des investissements sont faits au niveau de la santé. Est-ce que ces investissements sont conséquents? Non, conséquents, on fait les investissements en fonction de la capacité du pays à investir. Aujourd'hui, comme on le dit, il faut assurer d'abord la survie des enfants, comme le professeur a dit. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'État a fait l'effort aujourd'hui avec la gratuité des soins. C'est pour amener les gens, c'est-à-dire amener les couples. On veut assurer la survie des enfants. Et en tout cas, quand on fait des analyses économiques, en faisant la survie des enfants, vous savez que dans nos villes et campagnes, dans le temps, c'est-à-dire qu'on dit, je fais 5 ou 6 enfants. Si la mort vient enlever, 1 ou 2 là, voici combien c'est qu'il va s'améliorer. Mais aujourd'hui, on fait l'effort pour que les enfants ne meurent pas. Mais il faut qu'on donne l'information aux citoyens pour qu'eux aussi ils adaptent leur comportement précaire par rapport à l'environnement qui a été créé. Si vous permettez, l'antenne est ouverte. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais je m'en vais citer les commentaires des internautes qui ont réagi sur notre page Facebook. Regard citoyen /Burkina Info, il y a Malik Premier qui a dit, je cite, je pense que chacun peut s'organiser en fonction de ses moyens financiers pour établir combien d'enfants il compte avoir afin de les assurer un avenir meilleur, pas à une organisation de nous organiser cela. C'est son point de vue. Boukari Bara qui dit, je cite, encore une fois, on nous endort avec les préoccupations des autres. J'insiste, je persiste et je signe, nous ne sommes pas nombreux. Et regardez, ceux qui ont le plus de moyens sont ceux qui feront le plus d'enfants. Alors si vous voulez réduire la natalité à un enfant comme dans les pays riches qui vous donnent les autres, mettez en place des politiques responsables et vous verrez que sans débat, cette natalité baissera d'elle-même. Félicitations. Voilà, nous avons pu recueillir 2 commentaires des internautes sur la page Regard Citoyen /Burkina Info. Alors très rapidement, je vais revenir sur un élément. L'honorable a parlé de seuil déclencheur. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que non seulement il y a ce seuil, mais il y a aussi un ensemble de facteurs qui doivent concourir. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous voyez? Et peut-être même que ce seuil-là, en termes de contribution même au déclenchement en réalité du développement ou de la croissance, n'est rien par rapport aux autres facteurs dans la réalité. Parce que quand vous parlez d'investissement dans le domaine de la santé de 185 milliards à 200 et quelques, il faut se poser la question sur la qualité des infrastructures qui ont été faites. Je sais qu'en ce moment, donc, il y a une commission parlementaire, notamment, qui est en train de tourner pour voir effectivement ce qui a été fait. Est-ce que ce sont des infrastructures de qualité qui vont durer, ou est-ce que dans quelques années, nous allons avoir encore à refaire les mêmes infrastructures? Ensuite, la qualité même des hommes qui vont travailler là-dedans. Et par-dessus tout, et vous savez, aussi bien que moi, le PDEB, on a inauguré des écoles sans jamais les avoir construites. Et le professeur l'a dit, on a mis souvent surtout en avant, par exemple, l'importance donc de l'éducation primaire. Alors qu'il faut aller au-delà. Parce que instruire uniquement un enfant jusqu'à 16 ans, je ne sais pas si dans notre contexte du Burkina, ça lui permet effectivement d'être une personne de qualité et de pouvoir avoir une contribution à la croissance. Merci, malheureusement, honorable. De rappeler qu'il y a une enquête parlementaire sur le secteur de la sécurité. C'est une initiative. Sur le secteur de la santé, c'est une initiative. La santé, l'éducation, les maîtrises d'ouvrage déléguées, c'est une initiative de l'Assemblée nationale conduite par le président Salifou Diallo. Mais bon, malheureusement, nous sommes pris par le temps. L'Assemblée nationale qu'on fait. C'est le procès du dire du président de l'Assemblée nationale que nous, en tant que parlementaires de la CEDEAO, nous assumons.
Oui, vous assumez, évidemment. Mais honorable, parce que, bon, merci à vous, honorable. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Malheureusement, je rappelle les invités présents sur ce plateau. Marie-Laurence Machal-Ilboudo, honorable député à l'Assemblée nationale. Monsieur Gustave Bambara, directeur des politiques de population au ministère de l'économie, des finances et du développement. Dr Jean-François Kobiané, qui est le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population à l'université Ouaga Joseph Kizebo. Et enfin, Hubin Yamego, qui est le président du CIDA, le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique. Merci à vous, messieurs et madame. Moi, en tout cas, j'ai été heureuse d'être avec des grands esprits comme ça m'apporte beaucoup. Merci d'avoir été... Merci à vous, chers téléspectateurs. On s'excuse malheureusement pour... vous deviez, justement, l'antenne devait être ouverte à vous pour que vous posiez vos questions. Malheureusement, nous sommes prêts par le temps. Le prochain numéro, ce sera le mois prochain, toujours à la même date. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Burkina Info.